Bonjour, c'est l'histoire d'un média très particulier que nous allons vous raconter aujourd'hui, l'histoire d'un média atypique, éphémère, improbable, qui n'a duré que 2 ans et qui en fait a été beaucoup plus qu'un média. C'est l'histoire de Lorraine Cœur d'Acier, radio libre des sidérurgistes en lutte au tournant des années 80, les années 80 bien avant Mittal, histoire édifiante de la vie et de la mort d'un média de lutte. Mais qu'est-ce que c'est exactement qu'un média de lutte? Comment peut-il naître et se développer? Et quel peut être son modèle économique, comme on ne disait pas encore à l'époque? Toutes questions que nous allons poser, Anne-Sophie, à nos 3 invités d'aujourd'hui. Oui, bonjour, Marcel Tria, bonjour. Vous êtes journaliste aujourd'hui à la retraite, vous réalisez toujours des documentaires. Vous avez longtemps travaillé pour France 2 et même pour Antenne 2, donc c'est dire, ça remonte. Vous avez été l'un des 2 journalistes animateurs de la radio Lorraine Cœur d'Acier. Juste après la guerre de 14. Juste après la guerre de 14. 1814. Oui, pour préciser. On rappelle, c'est 1979-80. Et une radio qui a été enregistrée, puis archivée. Et ces archives, vous vous en êtes emparé, Ingrid Ayès, bonjour. Vous êtes historienne et auteur d'une thèse soutenue en 2011, donc il n'y a pas très longtemps, sur la radio. Et vous êtes intéressé plus spécifiquement à ces voies de la crise. Et à mes côtés, Pierre Baron, bonjour. Bonjour. Alors vous avez 3 casquettes. Vous êtes, ah oui, si, 3, on va les compter ensemble. On va les compter. Vous êtes sociologue et spécialiste des questions de santé au travail. Vous êtes aussi un grand amateur de radio libre, c'est ça? Et vous êtes également l'un des 3 auteurs du documentaire radiophonique qu'on retrouve dans ce coffret. C'est un coffret qui a été édité en septembre 2012, donc déjà assez récent, qui est édité par La Vie ouvrière, c'est-à-dire la CGT. D'accord. Et dans ce coffret, on trouve également un film documentaire qui a été tourné durant les 2 années de la radio. Ça s'appelle Une radio dans la ville. Ça a été édité en 81 et je vous propose de regarder tout de suite un extrait. Aujourd'hui, 17 mars 1979, à 16h. Première émission de Lorraine Cœur d'Acier. Lorraine Cœur d'Acier, une radio créée par la CGT et mise à la disposition de toute la population de Lorraine en lutte pour défendre ses emplois, son patrimoine industriel et humain. Lorraine Cœur d'Acier, une radio pour vivre, travailler, décider en Lorraine. Bonsoir, on a les copains de Réon qui sont venus nous voir pour nous raconter un peu ce qui se passe. Denis, secrétaire du syndicat CGT de Réon, Daniel, délégué de notre secteur qui lutte particulièrement en ce moment, et François, un secteur qui lutte aussi. Bon, on a demandé à être reçu par nos chefs. Alors c'est nos chefs qui sont encore venus au réfectoire en disant, vous comprenez, vous avez déjà vu tout le monde, vous voulez encore me revoir, bon je viens. Et puis en cours de discussion, notre brave contre-maître-chef a dit, de toute manière, avec votre radio, vous êtes juste bon à narguer et à vous moquer complètement de la hiérarchie. Lui, il se rend pas compte qu'il se moque Je ne des... le permettrai jamais, ça. Lui, il se rend pas compte qu'il se moque des gens, parce qu'avec ce fameux coup des enveloppes, auquel c'est vrai, maintenant c'est fait, c'est approuvé, il a distribué 11 enveloppes, aux plus méritants, soi-disant. Les autres n'ont rien fait, les autres c'est des pauvres cons. Il faut le dire ce qui est, c'est comme ça. Alors un a eu 15 000, les autres ont eu 10 000, puis bien sûr, les autres rien du tout. Alors, je crois que c'est un premier extrait qui donne bien une idée du ton à la fois de la radio et du film qui retrace son histoire. Alors, peut-être pour commencer, comment vous, journaliste professionnel, parisien, vous vous retrouvez dans cette histoire-là à faire le journaliste animateur à Longwy, en Lorraine? Alors, je rappelle que vous aviez avant une carrière essentiellement à l'ORTF, c'est bien ça? Oui, j'étais journaliste pigiste, j'avais travaillé à Saint-Colonne à la Une, et puis dans des émissions satellites autour de Saint-Colonne, ce qui est pas mal comme école de journalisme. Il y a pire. Il y a pire, il y avait pire à l'époque. Bon, et puis après 68, ça c'est un peu compliqué, je ne sais pas si vous vous souvenez. 68, grande grève dans l'ORTF, tout le monde viré. Voilà, plus de 100 licenciements, plus la liste noire des pigistes, enfin bref. Donc là, ça devient un peu chaud, et puis on travaille, soit de temps en temps, on retravaille un petit peu à la télé, mais pas dans l'information, et puis ailleurs qu'à la télé. Et puis arrivent les radios libres. Alors évidemment, les radios libres, ça nous intéresse. Hein, bon, à l'époque, moi j'étais militant communiste et cégétiste, donc j'étais a priori censé être contre les radios libres qui mettaient en péril le monopole de la diffusion. Ah oui, la position officielle du Parti communiste, c'était contre? Oui, officiellement le parti était pour le monopole, D'accord. c'est-à-dire pour le service public. Ah ouais.
Parce que lutter contre le monopole, ça veut dire ouvrir la porte au privé. Ce qui était pas une façon de voir totale, elle ne s'est pas révélée totalement fausse avec le recul. Voilà, on peut dire les choses. Mais là où ça se compliquait, c'est que ce monopole était très lourd, quoi. Ce monopole, ça se traduisait par des radios et télévisions, une encore, je crois, au RTF. Peut-être là, il y en a deux en 79. Qui était complètement censuré, qui était sous la coupe du fameux SLI, service de liaison interministériel pour l'information, et qui rappliquait, dès qu'on faisait une émission qui concernait la politique française ou l'économie et le social, surtout, il ne faudrait pas toucher au social, ils arrivaient, ils se mettaient à hurler quand ça leur plaisait pas, et puis ils disaient ça passera jamais. Moi, ça m'est arrivé. La première fois que ça m'est arrivé, j'étais complètement scié. Et en plus, les copains m'ont dit fais gaffe, quand ils font ça, non seulement ils censurent, mais ils piquent ils reviennent la nuit, ils piquent les bobineaux et ils font tout disparaître. Donc, ce qu'on faisait, on piquait nous avant, on partait avec nos bobines planquées sous nos blousons. Voilà, c'était ça aussi le monopole. Donc, quand les radios dites libres, dites pirates arrivent, ça se met à nous amuser tout de suite quand même, quoi. Et en particulier, par exemple, on avait fait une petite radio pirate au but de Chaumont, dans le temple du monopole, avec des copains techniciens. On fabriquait des petites émissions dans les sous-sols, dans les lieux de travail, nos lieux de travail, et on diffusait sur le toit de la SFP, au but de Chaumont. D'accord, mais j'imagine que vous deviez être repéré assez vite, et ça ne devait pas durer très très longtemps cette histoire. On émettait 5 à 10 minutes, d'accord. Mais quand même ça a duré quelques semaines, quoi, avec une écoute, parce que là on était vachement bien placés, et ça marchait pas mal. Et puis après, il y a eu un projet de radio locale à Montreuil, sur lequel j'ai travaillé avec deux copines. Déjà en rapport avec la CGT ou pas Non, forcément. non, c'était une municipalité de gauche à direction communiste. Ils se sont dit, tiens, pourquoi on ne se lancerait pas à faire une radio? Et on avait préparé pendant 3 mois, il n'y avait plus qu'à appuyer sur le bouton, on avait préparé des émissions de tous ordres, on avait travaillé avec toutes les assos de la ville, de toutes les couleurs politiques, etc. Et puis au dernier moment, ils se sont dégonflés, quoi, parce que c'était complètement interdit. C'était illégal, il faut se souvenir. C'était illégal, poursuivi, réprimé. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de me demander si je ne voulais pas aller faire un tour à Longwy, lorsque les gens de Longwy, les militants de la CGT, très jaloux parce que la CFDT avait sa petite radio pirate, SOS Emploi, que 150 personnes pouvaient entendre, parce que alors ils allaient dans les bois, ils faisaient une petite émission d'1 quart d'heure, ils enregistraient, ils avaient un petit émetteur, ils montaient dans les arbres et ils diffusaient ça, et c'était très peu entendu, mais alors ça avait une classe folle, quoi. Ça avait une image formidable. C'était Robin des Bois, quoi. Les gens adoraient ça, même s'ils pouvaient rien entendre, ils adoraient ça. Et la CGT a dit, quoi, la CFDT a sa radio, et pas nous. On veut notre radio. D'accord, à Longwy. Voilà. Okay. Mais alors une installation pas du tout dans les bois pour le coup, puisque vous aviez installé l'antenne sur le clocher de l'église, c'est ça? Et le studio dans le hall de la mairie. Voilà. Alors quand on est arrivé, nous on a dit il faut faire le contraire. C'est pas la peine de refaire SOS Emploi, ça existe, c'est super sympa, mais bon, voilà, il faut faire une radio qui soit entendue. Et pour faire une radio qui soit entendue, il faut qu'on ait pignon sur rue, avec un gros émetteur. Et une antenne dans un lieu très haut. Donc là, ils ont dit, ça, il n'y a pas de problème, on va s'installer à Longwy-Haut, dans la mairie désaffectée de Longwy-Haut. À côté, il y a l'église, le curé est d'accord, on met l'antenne au sommet du clocher, et un fil, voilà, juste à côté. Et alors, nous, on dit, mais les flics vont arriver dans le quart d'heure qui suit, quoi, la demi-heure en tout cas. Ça, alors, c'est réglé, ils viendront pas. Et effectivement, ils sont pas venus pendant 1 an et quart, quoi, presque 1 an et demi, dès que les flics étaient annoncés quelque part, nous on nous prévenait, on disait attention, il y a les flics qui arrivent, et là dans les 10 minutes qui suivaient, il y avait 3000 personnes autour de la radio. Il y avait des sirènes des usines. Ah, il y a eu plusieurs alertes. Oui, oui. Ah, je sens qu'on ne voit pas dans le film, mais il y a eu plusieurs alertes. Il y a eu des alertes où les clochers des églises ont sonné,
Et donc ils ont abandonné très vite parce que là ils avaient il y avait une grosse les mobilisation. sidérurgistes avaient dit là c'est pas la peine, ils viendront pas. Voilà. 3000 personnes Ça, par on rapport protège. à la population de Longwy. 3000, j'exagère, beaucoup, plus en fait. 3000. C'est le chiffre, non, c'est le chiffre politique. Oui, voilà. c'est- Faut diviser par 3 ou Ouais, 4. Bon, voilà. Chiffre Mais préfecture, disons qu'il y avait c'est la autre chose. foule autour, quoi. Et les flics sont jamais venus. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brouillé comme des Et dingues. ça, on le voit dans le film, par Eh contre. oui. Voilà. Alors, Ah on va oui. peut-être parler un peu de l'histoire des bandes maintenant et des... Des archives, oui, Ouais, parce des que archives. quand on s'est parlé, Pierre Baron, au téléphone, vous m'avez dit, moi, cette radio, Lorraine Cœur d'Acier, j'en ai toujours entendu parler, mais c'était quasiment presque une légende, puisque je ne l'avais jamais entendue. Et finalement, il y a eu des archives de cette émission qu'on a retrouvées, alors, apparemment assez tard. Ingrid Heiss, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ces archives? Ben en fait, c'est assez particulier qu'une radio libre ait des archives. Bon, alors, elle ne se définissait pas comme radio libre, hein, par ailleurs. D'ailleurs, ça convenait bien à la Confédération, le fait que ça ait pignon sur rue, etc., parce qu'ils ne voulaient surtout pas d'une radio clandestine, ou qui ressemble à une radio clandestine. Mais étant donné que la CGT, au niveau du secteur propagande et du bureau confédéral de la CGT, voulait garder un œil sur ce qui se passait, puisqu'ils n'avaient pas de représentant confédéral sur place. Bon. Donc ils ont mis en place un système où les émissions étaient enregistrées sur cassette et transférées à la Confédération. Bon, ça a duré un temps. Ça a duré un an. Et ils écoutaient à Paris? Visiblement, ils écoutaient. Ouais. Certains en tout cas, Ouais. écoutaient une partie. En tout cas, au moment de la normalisation, de la reprise en main, ils se sont appuyés sur Mais c'est les écoutes intéressant, qu'ils ça, avaient cette faites. volonté de garder le contrôle quand même, quelque part, hein, de ne pas totalement lâcher la bride, quoi. Mais qu'ils ont par ailleurs perdu très vite, hein, le contrôle. Ah oui. Moi, je crois qu'ils n'avaient pas besoin d'écouter parce qu'ils avaient des copains à eux qui leur téléphonaient en leur disant on ne rendait pas compte ce qu'ils racontent dans la radio de la CGT, ils disent du mal de nos camarades des pays socialistes, des choses comme ça. Il y avait des gens qui nous cafetaient aussi. Alors peut-être qu'ils sont allés regarder, mais je ne sais pas s'ils avaient le temps de Ah oui, non, finalement, ça ne fait pas vous dépayser trop de l'ORTF, hein. Finalement. Sauf que on s'était mis d'accord avec les syndicalistes de Longwy quand on est arrivé. On leur avait dit, bon, le côté flic est réglé, hein, vous protégez, etc. Mais il y a un autre aspect, c'est que vous appelez ça une radio libre. Comment vous l'entendez ? Alors bon, ils ne savaient pas trop, hein, radio libre, ça veut dire radio pirate. Bon. Et nous, on dit, radio libre, on prend les choses au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une radio vraiment libre. C'est-à-dire que vous nous dites que la lutte de la sidérurgie, c'est la lutte de toute la population, y compris des commerçants, par exemple, les enseignants, les intellos locaux, les couches moyennes, tout le monde est concerné par la liquidation de la sidérurgie. Bon, donc cette radio, si vous voulez qu'elle vive vraiment, il faut que toute la population s'y retrouve. On va voir libre parole. Libre parole. Alors pour et finir, ça, excuse-moi, mais à l'époque, c'était pas rien. Oui, non, j'imagine bien. Alors pour finir avec l'histoire des archives, c'est donc comme ça que vous les avez retrouvées. Alors, ouais, donc je termine juste sur un aspect, c'est que au bout d'un an, les relations s'étaient quand même nettement dégradées, et il y a un moment où ils arrêtent d'envoyer les émissions. Donc, il doit encore y avoir des trésors de guerre cachés. Bon, il y en a une partie sur lesquelles on a réussi à mettre la main, et au bout d'un moment, les transferts vers Paris s'arrêtent. Et puis, bien plus tard, la CGT décide de mettre ses archives en dépôt aux archives départementales de Seine-Saint-Denis, donc à Bobigny. Et puis, donc, ils se retrouvent avec ce stock de à peu près 1 millier de cassettes, les cassettes étant quand même un support très fragile. Bon. Donc, au bout d'un moment, ils décident de les transférer, de les numériser, de les transférer sur CD, sauf qu'ils l'ont fait en sélectionnant. C'est-à-dire c'était un gros travail d'inventaire, un gros travail de transfert, et ils n'ont pas transféré l'intégralité, cela dit, ils ont gardé, hein, il y a toujours les cassettes, ils pourront finir le transfert le jour où ils auront le temps de faire ça, mais donc ils ont quand même essentiellement conservé tout ce qui leur semblait le plus important, c'est-à-dire tout ce qui concernait la sidérurgie, la Lorraine. Donc il y a toute une partie des émissions culturelles, historiques, enfantines, etc., qui n'ont pas été transférées, mais qui existent toujours sous forme de cassettes. Et donc moi, quand je me suis intéressé à la question, j'ignorais absolument l'existence de ces archives, et j'ai fini par trouver où elles étaient, et au moment où je les ai trouvées, elles n'étaient pas encore inventoriées. Donc il y avait des CD, bon, mais il n'y avait pas d'inventaire, j'y suis allé complètement à l'aveugle, et puis progressivement,
j'ai fini par avoir un... Alors vous le disiez, on l'a entendu, mais on voit que très vite la radio dépasse le strict débat syndical, hein, et on y mène des débats de société. Et on a pu entendre, nous, dans le film, des débats autour de l'avortement notamment, ou de l'immigration. Puis je vous propose de regarder un petit bout. On n'a pas, a priori, compétence pour fixer quelques délais que ce soit, c'est sûr, mais on n'a pas formulé donc une demande stricte. Nous avons dit qu'après consultation des gens informés, il était tout à fait souhaitable de pouvoir avorter avant 12 semaines. Dans mon quartier, il y en a encore qui vont se faire avorter de l'autre côté. Et puis c'est encore celles qui ont de l'argent qui peuvent aller se faire avorter en Hollande ou en Angleterre ou qui vont prendre l'avion. Et c'est pas dans les milieux les plus populaires où on avorte le plus. En Suède, qui est le plus haut niveau de vie du monde, et qui, sur la contraception, ont une information avec publicité de marque, information dans les écoles, travaux pratiques à l'appui, il y a encore un avortement pour 3 naissances. Autrement dit, ce n'est pas le fruit de la misère et de l'ignorance, mais c'est l'avortement de convenance d'une société de consommation où on repousse, on tue les gens qui vous gênent. Moi, j'ai pensé à l'occasion d'aller de l'enfance, j'étais demandé aux enfants des immigrés ce qu'ils souhaiteraient. Alors là, on m'a dit beaucoup de choses. Ils souhaitent que la langue arabe soit comme l'allemand ou l'anglais, qu'ils puissent l'apprendre dès la 6e. Qu'on puisse choisir. Absolument. Parce que là, il y a l'arabe, je crois, mais c'est à partir de la 3e, et puis il faut quitter la région et tout, c'est vraiment difficile pour pouvoir suivre. Parce que là, en ce moment, sur Lorraine Cœur d'Acier, vous faites une ouverture. Vous faites cette émission, justement. Mais alors, là, on essaye d'enfoncer un coin. Il faudrait que ce coin, il aille beaucoup plus loin, et puis que la télévision française pense peut-être un jour à faire des émissions en langue maternelle pour les immigrés. Alors, Pierre Baron, vous avez travaillé aussi à partir des archives, et puis pendant 1 an, il me semble, je pense que ça a duré 1 an, vous avez réalisé un documentaire radiophonique, vous êtes retourné à Longwy, et vous avez interrogé toutes ces personnes qui avaient participé à l'aventure, et donc de ces débats de société beaucoup plus larges, je le disais, que le débat syndical. Qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez ressenti en vous baladant à Longwy? D'abord, ça a duré presque 4 ans avec mes 2 collègues, okay. Parce que c'est un documentaire radio on fait de l'histoire de la radio par la radio. Nous, ce qui nous a surpris quand on est retourné après 30 ans, on est retourné 30 ans après retrouver les acteurs de l'époque. Ce qui est très étonnant, c'est à quel point les souvenirs sont vifs de cette période. Enfin, il y a des gens qui nous racontent des émissions, etc. Et alors, par hasard, des fois, on a retrouvé les extraits des émissions dont ils parlent. C'est étonnant à quel point 30 ans après, ils ont des souvenirs très très précis de ce qu'ils ont pu y dire, de ce que des choses qui s'y sont dites, etc. Et ça reste un truc très très fort, mais c'est aussi parce que c'est une période très forte de leur vie. C'est Longwy et sa région, c'est en pleine insurrection pendant un an ou deux. C'est des bagarres dans tous les sens et vraiment des mobilisations. Et par ailleurs, c'est vrai que l'histoire de cette radio correspond au temps fort de la lutte, et la fin de cette radio correspond aussi à la fin de la lutte et la destruction du bassin d'emploi à Lorraine. Est-ce qu'on peut rappeler juste l'arrière-plan économique et social de la période de Lorraine Cœur d'Acier, c'est-à-dire les aciéries en sont où exactement? Elles sont ouvertes, fermées, les hauts fourneaux sont allumés, éteints, on en est où? Au moment où il y a la radio, ça fonctionne encore, mais en décembre 78, il y a le plan d'Avignon, du nom d'un commissaire européen et non pas d'une ville où il y a des ponts, qui réorganise et restructure la sidérurgie à l'échelle européenne, enfin en tout cas France, Allemagne, Benelux, et qui a pour conséquence, en gros, que la sidérurgie à chaud, les hauts fourneaux du bassin de Longwy et puis un bout sur Dunkerque, si je me trompe pas. Denain. Ça solde cette histoire-là. Ça correspondrait, je parle sous le contrôle d'Ingrid, mais je crois à 6500 emplois qui disparaîtraient sur le bassin de Longwy. Et voilà. Et donc c'est ce plan-là qui crée la mobilisation. Et il va être appliqué au fur et à mesure. Et la lutte est une lutte contre ce plan-là. Alors, ce qu'on vient d'entendre là, c'est-à-dire le fait que la radio très vite déborde du strict plan social, syndical, à ce qu'on appellerait aujourd'hui le sociétal. On vient d'entendre un extrait de débat sur la contraception et l'avortement. C'était prévu au début, ça, ou c'est la dynamique propre de la radio qui a engendré cette
cet élargissement du champ? Ce qui était prévu, c'est sur quoi on s'est mis d'accord avec les syndicalistes. Il y a eu une discussion entre eux d'ailleurs, quand on leur a dit par exemple, tous les courants politiques, sauf le FN, qui était timide à l'époque. Qui était très timide, mais enfin c'était le racisme pour nous, donc ça non, c'est pas une opinion. Mais sinon, toutes les opinions doivent pouvoir s'exprimer. Vous êtes assez grand pour leur répondre. Donc on s'est mis d'accord là-dessus, après qu'ils aient discuté entre eux, en disant, quoi, la droite aussi, les gauchistes, à l'époque, les gauchistes, c'était un peu le diable, quoi. Hein. Bon, premier invité, Alain Krivine. Bon, on s'était mis d'accord là-dessus, mais je crois qu'il faut rappeler un autre contexte, c'est le contexte syndical, la CGT. Juste avant, en décembre 78, il y a le fameux congrès de Grenoble. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Anne-Sophie s'en souvient très bien. Oui, je suis plus jeune. Voilà. Alors c'est le 40e congrès de la CGT qui est organisé par Georges Segui et son équipe, qui est une équipe très avancée, pensait-on à l'époque, très ouverte. Et c'est le congrès de l'ouverture. Les thèmes, c'est démocratiser le syndicat, écouter la base, s'ouvrir, politique unitaire avec la CFDT, plus autonome par rapport aux partis. Voilà, c'est ça la ligne Segui. Mais c'est pas ma question. Juste ma question, c'est sur l'ouverture aux questions de société. Oui, mais ça va de pair. Ça va de pair. Et très vite, cette ligne-là, nous, on bénéficie de cette ligne. On ouvre tout. Donc, on ouvre la parole non seulement aux opinions diverses, mais à la population. C'est la possibilité pour les gens d'exprimer leurs soucis, leurs problèmes, ce qui les intéresse. Comment ça se manifestait, ça, au sein de la radio, le souci de l'envie de lancer un débat sur l'avortement, par exemple? C'est les femmes qui viennent et qui s'emparent de la parole des micros, ou comment ça s'organise? Les femmes, si vous voulez, ça évolue, parce qu'au début, il y a d'une part des militantes il y a peu d'emplois féminins à Longwy. C'est sidérurgie, c'est plutôt, et les mines de fer juste avant, c'est plutôt des mecs qui arrivent à la maison en sortant du boulot, et la femme arrive avec une bassine d'eau chaude et leur met les pieds dedans, quoi. Hein. C'est sympa, mais... Le bon temps, quoi. Hein, voilà. Donc, mais il y a quand même des emplois féminins plutôt dans le textile, et il y a des militantes femmes qui viennent à la radio, surtout au début. Et puis il y a aussi des femmes de sidérurgistes qui viennent à la radio assez vite. Et qu'est-ce qu'elles font au début? Elles font la bouffe et elles font le ménage. Voilà. Alors nous, on bataille pour leur faire autre chose, pour qu'elles s'emparent des micros, et on les pousse à faire la technique. Et ceux qui sont derrière, là, voilà, on les voit. Et peu à peu, elles s'emparent de ce truc-là. Donc, elles ont, un moment, elles ont le micro sous la main, quoi. Et là, on peut leur poser des questions et commencer. C'est plus fort qu'elle, elle parle. Commencer à les faire parler. Voilà, parler d'elles. Et un jour. Daniel, attention. Et un jour, elles disent, on veut faire une émission des femmes. D'accord. Ça arrive comme ça. Arrive comme ça. Et donc, on annonce pour le lendemain soir, parce qu'on décidait, c'était parfois le jour même ou le lendemain, quoi. Et elle rapplique, là. Alors, je ne sais pas si cette cassette a été gardée, mais moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Et les femmes rappliquent, ça téléphone, etc. Et c'est une explosion, quoi. C'est-à-dire que c'est un cri de douleur. Tout ce qu'elles ont souffert depuis des années, à cause des avortements, à cause des accouchements, le comportement des médecins par rapport à elles, qui ne tiennent pas compte de leurs problèmes, de leurs peurs, de leurs souffrances, ça explose. Et dans le quart d'heure qui suit, il y a 12 médecins qui rappliquent dans le studio. Ah bon? Et oui, ils se téléphonent entre eux. Oulala, ils sont en train de nous assassiner. Alors, Lorraine Cœur d'Acier, il faut y aller. Et là, il y a un premier débat qui dure jusqu'à je ne sais pas quelle heure, et qui va rebondir ensuite à plusieurs reprises dans les semaines qui suivent. Et les cassettes, par exemple, de ces débats-là ont été gardées, elles sont conservées, vous les avez retrouvées? Alors, la cassette de la discussion sur l'avortement, non. Par contre, l'autre émission qu'évoque Marcel, c'est-à-dire l'émission sur l'hôpital local, qui est l'hôpital de Mont-Saint-Martin, qui est une petite commune de la banlieue de Longwy, qui abrite une des usines Usinor.
celle-là qui est essentiellement consacrée, alors pas du tout de la volonté des animateurs, mais par la volonté des femmes qui appellent au téléphone et qui racontent leurs accouchements. C'est une émission qui va essentiellement être consacrée à ça, même si il y a une série d'animateurs et d'intervenants qui disent oula, mais on pourrait pas changer de sujet là parce que bon, ça va. C'est la cinquième qui raconte. Bon, c'est et c'est Martial qui anime? Non, non, alors il anime, mais c'est pas lui qui. C'est pas lui qui freine. Il essaye de canaliser, c'est son travail, mais voilà. Mais par contre, il y a des intervenants qui disent bon, on peut passer aux choses sérieuses là. On avait dit, là, qui le disent assez franco de port. C'est dans les CD du. Oui, c'est dans les CD. D'accord, c'est la partie consacrée aux femmes. D'accord. Ok. Vous dites que tous les protagonistes de l'époque, évidemment, en ont gardé un souvenir très fort, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Ce qu'on ne comprend pas, par contre, c'est comment ensuite le silence a pu retomber. C'est-à-dire comment, quand on a expérimenté cette libération de la parole, on peut ensuite retomber dans le non-dit antérieur, le silence antérieur. D'abord, c'est une histoire locale, hein, c'est une histoire lorraine, et en Lorraine, ceux qui ont vécu cette expérience, ceux qui se sont fâchés, ceux qui sont devenus amis au cours de cette expérience, ça structure encore leur vie. Enfin, je veux dire, c'est pas vu de loin, ça a l'air comme ça, mais localement, ça reste un débat très vif, ça reste des souvenirs très vifs. Mais l'expérience de la radio a changé des choses durablement dans, par exemple, les modes de lutte, ou dans les mentalités ensuite. Et je crois qu'on ne peut pas résoudre parce que ça se confond avec la lutte, cette radio. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'expérience de la lutte contre la fermeture de la sidérurgie, ça a changé beaucoup de vies, oui, parce que c'est des expériences un peu. Mais la radio se confond vraiment, enfin au moins un temps, elle se confond vraiment avec la mobilisation qui peut y avoir dans le coin. Et puis déjà, ils n'ont plus besoin de faire de tracts. Oui, c'est ça, c'est un truc extraordinaire que raconte un des acteurs, c'est qu'il dit la radio était tellement populaire, elle était tellement écoutée, c'était tellement efficace comme média qu'ils avaient arrêté de faire des tracts. Voilà, plutôt que de se lever à 5h du mat, aller à la porte de l'usine au moment des changements d'équipe pour distribuer un tract, il passait 3 appels sur la radio, puis ça marchait. Ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas pu y avoir de mémoire collective de cette affaire. Bon, d'abord, vu la manière dont ça s'est terminé, donc étant donné qu'il y a eu 2 camps opposés, même si les 2 camps, disons que les membres actifs de ces 2 camps étaient peu nombreux, mais ça a quand même. Bon. Mais l'autre aspect, c'est que avec la fin de la sidérurgie qui se termine ensuite en 84, le tissu militant s'est désagrégé. Vraiment très nettement. Donc, modifier les modes de lutte, c'est difficile de mesurer des évolutions collectives. Par contre, des évolutions individuelles, ça c'est très net, y compris des vies bouleversées, des vies brisées, et des grands changements, y compris dans l'identité militante de certains des protagonistes. Ça, c'est certain. Mais en termes d'évolution collective, c'est difficile à mesurer, justement parce que le collectif, après, ça, c'est un peu la fin, quoi. Alors moi, je reviens sur mon histoire de contexte. Donc, autant la ligne Segui nous a permis de faire cette radio et de la faire comme on l'a faite, c'est-à-dire complètement ouverte, avec la libre parole absolue, sans aucune censure. Autant, dès après le congrès de Grenoble, même si la ligne Segui a été approuvée avec des scores soviétiques, c'est-à-dire 92% des votants, et ben très vite, la petite minorité qui est contre cette ligne, qui est comment dire, emmenée par Henri Krasuki, par ailleurs un grand syndicaliste, mais un homme qui à l'époque était très fermé, disons sectaire, quoi, partisan d'une ligne qu'on appelait orthodoxe, disons. Ben, très vite, il prend date au congrès de Grenoble, hein, il se proclame contre cette nouvelle ligne, et peu à peu, il va réussir à marginaliser Segui et son équipe, et Segui va s'en aller sur la pointe des pieds, parce que Segui, il est rentré au parti à 17 ans dans la résistance avant d'être déporté en 1944, il va jamais s'opposer ni à son parti ni à la CGT, ben il
il s'en va sur la pointe des pieds. Et la fin de la ligne radio, change. la fin de la radio, on va en parler tout à l'heure, mais la fin de la radio est la résultante directe de cet affrontement. À mon avis, oui. Au sommet. À mon avis, Ouais, oui. d'accord. Au sommet, c'est cette ligne dure qui a repris le dessus. Et qui a eu votre peau. Et qui ne peut pas supporter cette radio incontrôlable. Quoi. Ils veulent des radios où on n'entend que la parole de la CGT. N'anticipons pas. Pour l'instant, la radio est encore bien vivante. Ouais, elle est très très vivante et il y a une chose que vous adorez faire et que vous faites super bien, c'est les revues de presse à l'ancienne, avec les journaux étalés sur les tables et puis les ciseaux prêts à découper. Et vous vous lancez du coup dans la critique média, c'est assez amusant, on regarde. Tiens, Benasseur qui écrit du Mabron. Je dis que je ne refais pas. Tu as vu le matin de Paris? Ah oui, c'est toi qui le fais. Marcel, est-ce que c'est intéressant, l'église et les obsèques religieuses? Il y a du sang à la ligne ce matin. Oui, alors on va parler de l'affaire Messrine. Il faut dire que peut-être une chose tout de suite, c'est qu'on ne va pas beaucoup en parler, parce que entre nous, ça n'a pas une grande importance. Mais on est bien obligé d'en parler, parce que ce qui est intéressant, c'est la manière dont la grande presse en général, la presse en général, traite de la chose. On va passer en revue les unes des journaux. Alors je crois que la plus belle, on n'est pas déçus, comme d'habitude, c'est Parisien Libéré. Parisien Libéré, pleine page, vous pouvez voir, la fin d'un tueur, gros plan sur le cadavre de Messrine dans la voiture. Avec du sang à la une. Vraiment, c'est là qu'ils doivent regretter la couleur, là, Parisien Libéré. Ça aurait été plus joli avec un peu de rouge au milieu de tout ça. Il se passe des choses épouvantables au Salvador. L'évêque du Salvador avait été assassiné. Au moment de ses obsèques, des dizaines de ceux qui l'accompagnaient sa dépouille ont été massacrés par des éléments de l'armée, des milices fascistes salvadoriennes. Alors c'est intéressant de voir la place prise par cet événement dans les différents journaux. Bon alors l'UMA ça fait la une photo. Une photo, oui, atroce. Une photo où on voit des cadavres entassés dans une benne de camion avec des soldats qui... Oui, des soldats foulent aux pieds, on pourrait dire presque. Oui, des soldats qui rappellent d'autres temps, vraiment. Avec un gros titre, 600 villageois assassinés. La presse, dans son ensemble, en rend compte. Sauf... Il semble que, Devinez. Il semble que le grand quotidien régional de l'Est ne soit pas abonné aux dépêches d'agence. On se demande à quoi il s'intéresse. Il ne s'intéresse pas aux problèmes qui se passent dans les usines sous leur nez, mais il ne s'intéresse pas non plus aux massacres qui se passent en Amérique latine. Alors qu'est-ce qui les intéresse, aux Républicains Lorrains? Au niveau régional, nous avons un journal qui s'appelle Le Républicain Lorrain. Toutes les associations d'ici se plaignent parce que les communiqués qu'on diffuse ne sont pas passés, parce qu'ils s'amusent à faire des coupes sombres dans l'essentiel de ce qu'on veut dire. Je ne suis pas le Républicain Lorrain, je suis le représentant du Républicain Lorrain. Je prépare à ma direction. Écoutez, on a déjà eu une explication là-dessus. Vous nous avez toujours dit que, en ce qui concerne la page long 8, c'est vous qui en aviez la responsabilité. On ne tolérera plus que nos articles ne passent pas au complet. Non seulement on n'a pas la place qui nous revient sur le journal, en tant qu'organisation syndicale, toutes les autres organisations passent avant nous. Lorsqu'il y a un bout d'article qui passe, un bout de communiqué, CGT en tout petit, c'est vraiment insignifiant. Ou bien alors vous bloquez ça en fin de page ou derrière une publicité quelconque, ça ne durera pas. Alors dis donc, il y a tout, hein. Non mais déjà, je veux dire, la critique du sensationnalisme, le sang à la une, la critique de la sous-médiatisation de l'international, notamment de l'Amérique centrale, la critique de la hiérarchie de l'info et l'interpellation directe des journalistes. En fait, vous avez inventé Arrêt sur Image. Non mais finalement... C'est vrai qu'il y a une parenté, j'avais trouvé ça aussi quand tu avais commencé. Non, et ça c'était aussi une dimension qui était prévue au départ, le fait que finalement qu'une revue de presse deviendrait une vraie chronique quotidienne de critique des médias, quoi, et même que ça deviendrait un sujet très important. Je ne sais pas si on peut dire que ça a été un sujet central, mais enfin un sujet très important de la radio. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de dépêche. Évidemment. Donc il fallait faire avec les moyens du bord. Le moyen du bord, c'est écouter la radio le matin et acheter tous les journaux et dépioter tout ça et profiter de cette relation directe qu'on avait avec les gens, soit en direct parce qu'ils rentraient à tout moment dans le studio, soit ils pouvaient téléphoner en direct. Et donc ce qu'on s'était dit, c'est peut-être l'occasion d'aider les gens, de faire un peu de pédagogie, d'aider les gens à décrypter
les médias, comment ça fonctionne. Voilà. Et on voit que c'est fait super efficacement. S'amuser. Deux choses. La première, c'est que c'est très présent dans la mémoire des acteurs, ça. Cet apprentissage de la critique des médias, et cette idée qu'ils ont vraiment découvert quelque chose à travers la revue de presse. Cela dit, à l'écoute des émissions, la dimension de critique des médias est plus forte au début. Ensuite, c'est l'émission éditoriale, quoi, la revue de presse. C'est d'abord une émission sur l'actualité qui permet toute une série de débats, mais où l'aspect critique des médias, pédagogique, etc., des premiers temps est un peu moins présent dans la suite. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fil du temps, les grévistes, les ouvriers ont moins à se plaindre des médias, c'est-à-dire que ce qui est reproché aux Républicains lorrains, là, c'est-à-dire en gros de ne pas passer les communiqués de la CGT, hein, c'est en ces termes que ça se pose, finalement quoi? Ils se résignent à ce que leurs communiqués passent jamais, ou bien le Républicain lorrain se met à passer les communiqués? Non, je pense que la situation ne se modifie pas de ce point de vue, d'ailleurs elle ne s'est pas modifiée. Mais... Ah bon, c'est vrai? Je sais pas, je lis pas la PQR aujourd'hui en Lorraine, mais on est toujours au même point, c'est-à-dire que les... Non, ah bon, vous dites qu'elle ne s'est pas modifiée. Non, je veux dire, elle ne s'est pas modifiée d'un point de vue général. Ah oui, d'accord. Pour le coup, le Républicain lorrain, visiblement, fait un suivi assez précis de... D'accord. Mais en revanche, sur 15 mois, je pense que simplement, on ne peut pas refaire tous les jours la même chose. Donc que les contenus évoluent, je pense que c'est plus lié à la durée de la radio que... Puis les gens savent faire tout seuls, finalement. Au bout d'un certain temps, c'est eux qui nous téléphonent en nous indiquant des trucs qu'il faut aller chercher, page 9 du Républicain. Comme nos abonnés, oui. Ils prennent l'habitude. Oui, sur cet aspect-là? Non, mais ce qu'on voit qui évolue aussi, c'est bon, effectivement, on va pas dire tous les jours, ah là là, la presse est pour elle appartient tout à R100. Une fois qu'ils l'ont dit, mais c'est surtout qu'il commence à y avoir une écriture radiophonique qui se met en place, qui est plus celle du papier avec des chutes, etc. Et on voit apparaître une sorte de savoir-faire radiophonique où il y a un côté blagueur, etc. On prend une info, on écrit, etc. qui est moins dans l'improvisation, etc. Attendez, Marcel Trillat, vous n'allez pas dire qu'il est amateur au début. Mais il est seul. Il a une longue carrière derrière lui. Dès le début, il est pro, lui. Il est le pro au milieu des militants. Enfin, un pro militant, mais le pro. Je ne suis pas seul. C'est ça, c'est qu'il n'est pas seul et qu'à un moment donné, il y a une petite écriture radiophonique qui s'installe et qui est partagée. L'idée, c'est qu'il y a toujours, un peu plus de monde, que ce soit d'autres journalistes ou des militants, ou c'est toujours un plateau. Il y a du passage. Et vous voulez dire, ça se professionnalise, mais alors au détriment du contenu militant ou pas? Là, de la critique média, si je vous ai bien suivi. Alors ça, moi, je peux pas. Peut-être que Ingrid peut le dire plus facilement. Moi, je me rends pas compte. Non, franchement, je ne saurais pas répondre à cette question. Non, il n'y a pas de. Ça se fait pas au détriment du contenu militant. Il y a une évolution qui est très nette, mais qui est logique. C'est-à-dire, on a dit que l'histoire de la radio correspondait à l'histoire de la lutte. En fait, pas tout à fait. C'est-à-dire, la lutte, c'est décembre-juillet. Décembre 78, juillet 79. La radio arrive en mars. Donc elle arrive et ensuite durera un an de plus, donc jusqu'en juillet 80. Donc il y a une vie de la radio au-delà d'une mobilisation qui est en fait défaite en juillet. Bon. Et dès lors que d'abord les mobilisations s'arrêtent, ça veut dire que les syndicalistes retournent et les sidérurgistes syndicalistes retournent à l'usine, et puis les mobilisations s'arrêtent, donc elles nourrissent moins le contenu de la radio. Ça ne modifie pas le contenu militant, ça reste une radio militante, dans laquelle ça discute beaucoup politique par ailleurs, mais avec un débat interne, disons public, mais interne à la sphère CGT-communiste. Mais par contre, évidemment, les mobilisations ont moins de place parce qu'il y a moins de mobilisation. D'accord. Et alors, dans cette confrontation entre les militants et les journalistes, qui est symbolisée par la scène qu'on a vue là, les militants arrivent au siège du Républicain lorrain et vont engueuler le correspondant local en lui disant « Maintenant, vous nous communiquez, il faut qu'il passe ». Vous situez comment? À la fois, vous êtes militant et en même temps, vous êtes journaliste. Vous avez la carte de presse, voilà, vous êtes journaliste. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce que répond le gars du Républicain lorrain, là, ce qu'on n'entend pas dans le film, mais j'imagine qu'il pourrait répondre. Oui, mais nous, les journalistes, c'est normal qu'on fasse nos choix, qu'on décide ce qui est intéressant ou pas, c'est notre métier, c'est notre mission. Et alors, dans cette confrontation des deux logiques, vous êtes où, vous? Justement, il y a un débat un jour là-dessus, à propos d'un article de l'UMA, qui est très critique sur, autant que je me souvienne, sur les journalistes. Et avec Dupont, on discute cet article en disant les journalistes ne sont au service de personne. Pas plus d'un parti, d'un syndicat. Ils doivent garder leur recul, ils doivent garder leur autonomie et leur esprit critique.
Et donc là, on attaque carrément l'UMA, qui est défendu par un dirigeant communiste. Mais alors, c'est-à-dire que dans la discussion entre les syndicalistes et le correspondant du Républicain Lorrain, vous êtes plutôt du côté des journalistes. Vous considérez comme normal qu'il fasse son choix dans les différents communiqués qu'il reçoit et qu'il ne passe pas tous les communiqués de la CGT intégralement. Voilà. On est un peu entre les deux parce qu'on leur explique aussi, un journaliste ne va pas passer son temps à diffuser des communiqués. Il n'y a rien de plus illisible que les communiqués. En revanche, ils doivent donner les informations qui comptent, quoi. Et le problème du Républicain Lorrain, c'est plutôt ça. Nous, c'est ce qu'on leur reprochait, c'est pas de ne pas passer tous les communiqués. On savait bien que c'est pas possible. On aurait fait pareil. Mais en revanche, de masquer les informations importantes. Sur ce point, oui. Non, mais le contentieux avec la presse locale, avec le Républicain Lorrain, est lourd. Hein. Il y a une vraie détestation. À l'époque, ça va tellement loin que le 17 mai 79, il y a une manifestation qui s'organise contre le brouillage de l'antenne. Les CRS tirent des lacrymos sur la population qui est là. La population redescend dans la ville très très en colère et décide de passer ses nerfs sur les banques, etc. Mais le local du Républicain Lorrain aussi. Et le local du Républicain Lorrain est en partie saccagé. Hein, c'est la nuit, il faut dire. Ouais. Et alors, ça explique quoi? Non, je veux dire, comment dire, c'est pas une mobilisation qui est organisée par qui que ce soit. Ah oui, c'est ça. D'accord. C'est une révolte. Mais voilà. Une jacquerie. Hein. Et ils s'en prennent du coup aux locaux du journal du coin et pas seulement aux banques. Mais cela dit, c'est intéressant parce que on est encore pour le coup dans le cadre de la mobilisation pour la défense de la sidérurgie, mais là c'est une mobilisation strictement sur Lorraine Cœur d'Acier. C'est-à-dire c'est une mobilisation contre le brouillage. Donc s'ils vont au départ au relais TDF, et c'est strictement là-dessus. C'est-à-dire il y a un peu un changement de focal. D'accord. Et alors, sur cette question éternelle du rapport entre les médias et le mouvement social, je voudrais qu'on fasse juste un petit saut dans le temps. Avant de revenir à la radio, on y reviendra. Alors, après l'aventure de Lorraine Cœur d'Acier, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez été embauché à Antenne 2, ça s'appelait à l'époque, en 81, quand Mitterrand est arrivé, dans le quota des journalistes communistes qui pouvaient entrer à la télévision. J'avais demandé à ne pas... faire partie du quota à ne pas faire partie du quota, je l'avais dit à mes amis du Parti communiste. J'étais déjà un petit peu dissident d'ailleurs à l'époque, et je leur avais dit, les gens de la télé me connaissent puisque j'ai travaillé avec eux pendant des années, donc s'ils ont envie de m'embaucher, ils m'embaucheront, mais je ne veux pas rentrer de cette façon-là. Et quand des groupes avec qui j'avais beaucoup travaillé, dans la télé et en dehors, parce qu'ils faisaient aussi des émissions... À Saint-Colonne à la une. À Saint-Colonne, oui. Et puis ensuite, quand il a été lui aussi placardisé, il avait monté une boîte et j'avais travaillé avec lui là-dedans. Et donc, quand il a été nommé, il m'a appelé le lendemain même en me disant, bon, si on te fait des propositions, tu refuses, et on se voit en septembre, tu rentreras au journal. Et vous avez fait toute la suite de votre carrière donc à Antenne 2, puis à France 2. Vous avez fait une carrière, journaliste chargé du social, chef du service société, si je me souviens bien. Voilà, vous connaissez le système médiatique de l'audiovisuel public de l'intérieur. Je suis rentré chez l'ennemi. Voilà, alors je voudrais juste, à propos d'ennemi, je voudrais juste vous montrer deux extraits qui symbolisent bien la manière dont la télé publique peut traiter les problèmes sociaux. Alors le premier, il est connu, c'est l'interview de David Pujadas par David Pujadas, du chef de la CGT de l'usine Continentale, après un jugement qui était défavorable au Continental et quelques déprédations dans la sous-préfecture de Compiègne, extrait désormais culte. Bonsoir et bienvenue à tous. L'exaspération et la violence dans les conflits sociaux ont donc franchi un nouveau cap cet après-midi. Je vous le disais, les salariés de Continental à Clairoy, qui réclamaient la suspension de la fermeture de l'usine, ont été déboutés par le tribunal. Dans la foulée, 250 à 300 d'entre eux ont investi la sous-préfecture de Compiègne. Des bureaux ont été dévastés. Valérie Lerouge, Frédéric Capron. Et alors? C'est pas vrai. On est déboutés, les gars. La douche froide et la colère. Les salariés de Continental s'étaient installés à la sous-préfecture de Compiègne en attendant la décision de justice. Ils espéraient une suspension du plan social pour délit d'entrave. Le tribunal les a déboutés.
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Je vous pose la question. Rien, ça va... Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette? Quoi, quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs? À côté des milliers de vies brisées, ça représente quoi? Faut arrêter, là, faut arrêter. Pour vous, la fin justifie les moyens? Attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On est en train de nous expliquer que dans 28 jours, le plan social sera bouclé et on va aller à la rue. On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir? Je lance rien du tout. J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère et la colère, faut qu'elle s'exprime. Voilà. Et alors, beaucoup plus récemment, dans le même ordre d'idée, un extrait d'un reportage de France 2 après une manifestation d'ouvriers de PSA. Ces débordements à Poissy en marge de manifestations syndicales à Peugeot PSA. 1500 suppressions de postes supplémentaires venaient d'être annoncées. Plusieurs dizaines de salariés sont entrés dans les bureaux. Ils ont détruit du matériel. Tiffaine de Tricorneau. Au départ, c'était une simple manifestation des salariés PSA d'Aulnay. Mais très vite, la situation dégénère. Plusieurs dizaines de sympathisants CGT pénètrent violemment dans le bâtiment. En une dizaine de minutes, ils renversent tout sur leur passage. Les dégâts matériels sont importants. Mais le leader de la CGT refuse de condamner ces agissements. Moi, je ne le condamne pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, le rapport de force, ça, moi, je suis convaincu qu'il n'y a que ça qui peut faire reculer la direction d'Aulnay. Les dégâts matériels sont importants. Pour autant qu'on puisse en juger dans l'image, on n'y était pas, mais ces 3 plantes vertes renversées c'est terrible. Et effectivement un écran plat arraché. Donc, par exemple, ce commentaire de France 2 a été très critiqué, notamment par le site Acrimed qui a relevé le reportage. Quel jugement portez-vous aujourd'hui sur la manière dont la télé publique, qui était longtemps votre boîte, traite du social? Est-ce qu'on pourrait dire de manière générale que la télé publique, le 20h de France 2 est, pour parler comme les communistes, du côté du capital? C'est ça que vous voulez que je dise? Non, c'est une question. Je dois dire que, en tant qu'ancien de France 2, je suis très mal à l'aise souvent quand je regarde le journal, quoi. C'est terrible. Alors, c'est très variable. Quand je regarde en arrière, pendant toute cette période où j'ai été à Antenne 2, puis à un moment, j'ai dit, bon, j'arrête le journal parce que ça va se terminer à coups de poing dans la gueule. Excusez-moi l'expression. Il y a eu des moments de véritable pluralisme, comment dire, il y avait un accord, quoi, entre journalistes d'opinions diverses. On n'est pas là pour défendre notre boutique, on est au service du public. Voilà, on est dans un service public et on doit aider les citoyens à faire leur métier de citoyen. Et là-dedans, il y avait des gens, je me souviens de Jean-Louis Le Sen, qui était un journaliste politique de France 2, qui était RPR, militant RPR. Eh bien, on s'entendait très bien. On se respectait, on était copains, et bon ben voilà, il y avait une espèce de contrôle des uns par les autres. Personne ne... Mais ce qui veut dire qu'à cette époque-là, le présentateur n'aurait pas interrogé un leader syndical de la manière dont on a entendu Pujadas interroger Isabelle Mathieu? À mon avis, non. Ça aurait fait du grabuge dans la rédaction. Il aurait posé la question comment, par exemple? Mettons, il a le leader syndical en direct après la scène qu'on a vue à la sous-préfecture. Au lieu de lui demander « appelez-vous au calme », etc., comment il aurait posé la question? Je pense qu'on aurait fait attention de ne pas grossir l'événement, quoi. Hein. On vous l'avait dit vous-même. Dans le deuxième, là c'est très très clair chez PSA, c'est une histoire de pot de fleurs, quoi, hein, pratiquement. Bon, ben, j'appelle pas ça des violences. Quand les gens sont en colère, c'est ça la violence? Non, la violence, c'est ce qui se passe en Syrie. Ça, c'est de la violence. Mais ça, c'est pas de la violence, c'est de la colère. Bon, est-ce que les travailleurs... Et accessoirement, les licenciements. Ou les suppressions d'emplois. La violence, elle est de l'autre côté. La violence, c'est celle qui est faite à ces familles qui vont se retrouver à la rue, au chômage, voilà, sans avenir. C'est ça, la violence. Et nous, ce qu'on aurait fait, c'est plutôt des reportages sur cette violence-là.
Alors ça, c'est ce que vous disiez à l'époque, j'imagine, au sein de la rédaction, c'est ce que vous plaidiez quand se déroulait... voilà. Alors il y a des moments où ça passait bien parce qu'il y avait cette espèce de consensus entre gens de gauche et de droite sur la base d'un accord de principe sur quel métier on fait. Hein, la hiérarchie de l'information, on en discute, qu'est-ce qui est important, etc. Et puis il y a d'autres périodes où, bon, un présentateur, par exemple, dit « Moi, présentateur, l'international, c'est pas avant 8h25 ». Voilà. Alors là, on rentrait en révolution, on s'engueulait, etc. Il y a des moments où c'était pas ça. Un mot de l'un ou de l'autre sur le traitement du social aujourd'hui par les médias? Un mot? Ou deux, ou trois? Non, mais... Vas-y. Non, mais juste moi, ça me fait penser les images qu'on vient de voir sur la manière dont on traite l'ouvrier, les ouvriers, la figure de l'ouvrier. Ça me fait penser à la manière dont on traite les banlieues. Enfin, on a l'impression qu'il y a une espèce de série de stéréotypes, y compris dans la manière de faire des plans, etc., de construire les sujets. On a l'impression que c'est toujours les mêmes sujets. Dans les plans ouais. Montage, quoi. Ouais, la manière dont c'est monté. C'est vrai qu'on pourrait revoir le passage avec Mathieu, mais quand il l'interroge, l'écran se dédouble et dans la partie de l'écran dédoublé, on revoit les images de les violences avec la table qui tombe et l'ordinateur qui tombe. Ouais. Disons le mot. Moi, j'appelle ça de la propagande. C'est plus du tout de l'information. Il y a le côté aussi spectaculaire. Ça fait du spectacle. Bien sûr, bien sûr. Les pots de fleurs, ça fait du spectacle. Il y a un peu de fumée aussi. Là, en l'occurrence, c'est voilà. C'est des images. Et donc, ouais. C'est juste qu'on a l'impression, on ne peut plus parler des ouvriers, de ces gens-là, vu du point de vue des journalistes, qu'avec une série de stéréotypes, etc. Il y a une vraie forme de mépris de classe, quoi. Et ce qui interroge beaucoup. Enfin bon, les sociologues ont documenté ça, hein, de toute façon, sur socialement d'où viennent les journalistes, et justement, qu'est-ce que ça veut dire que des gens aussi loin que ça de la réalité du monde ouvrier ou des banlieues, etc. Finalement, font plus le boulot d'aller comprendre ce qui se passe, mais viennent déverser leurs stéréotypes. Voilà, bon, et à ce moment-là, moi, Pujadas, il fait plus du journalisme, il fait la morale. Ben, en plus, on voit bien l'objectif, c'est-à-dire en dehors de l'objectif strict journalistique on met de l'image, bon, dans un contexte où on a, que ce soit Continental, PSA ou aujourd'hui à Florange, des luttes contre les licenciements qui sont très isolées, là ça contribue à les isoler encore davantage, c'est-à-dire il y a un aspect regardez, ça fait un peu regarder dans la réserve naturelle ce qui se passe, tous ces gens qui font n'importe quoi, alors, il me semble quand même que vu la période et vu l'accumulation de plans de licenciement, c'est un peu gros. Voilà, c'est un peu gros, y compris pour le journal de France 2, notamment sur le deuxième reportage. Et donc pour vous, ce type de traitement médiatique favorise le fait d'isoler les luttes qui sont déjà elles-mêmes assez fragmentées puisque éparses partout. Quand on voit cette image, de quel côté est la raison? Elle est du côté des licenciements. Et la déraison est du côté de ces espèces de sauvages qui vont casser les pots de fleurs. Ah ouais. Voilà. Donc, dans l'inconscient, ça parle à quoi, ça? Voilà. Alors, en même temps, pour être tout à fait juste et pour jouer ici le rôle du défenseur de David Pujadas, qui est malheureusement pas parmi nous, sinon je ne doute pas qu'il eût plaidé sa cause. Il y a eu d'autres reportages de France 2. Je veux dire, l'ensemble du traitement du social par France 2 ne se résume pas à ce type de reportage. Absolument. Voilà. Il y a eu des bons reportages aussi sur les licenciements. Voilà, il y a des journalistes qui font leur boulot. Non, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous avez, par exemple, sur le conflit Mittal-Florange, je ne sais pas si vous l'avez suivi en détail et si vous avez regardé ça. J'y suis allé. Vous êtes allé à Florange. À Florange, quand Il y a un peu plus d'un mois. D'accord, pour couvrir quoi? Non, comme ça. D'accord. Il y avait une projection d'un de mes films, et puis voilà. pour rencontrer les
les gens, mais j'allais dire les militants, parce que malheureusement, j'ai constaté que, contrairement à ce qui s'est passé à mon époque, si j'ose dire, il n'y a guère que les militants qui sont mobilisés, quoi. Il n'y a pas la population autour? La population est complètement désabusée. Elle a l'impression qu'il n'y a rien à faire, que c'est foutu, et puis voilà, quoi. Ils avaient fait une journée d'action, ils étaient 30 Ah oui, c'est frappant, dis donc. C'était terrible, terrible. Parce que quand on se retrouve dans les années, en fin des années 78-19, quand la population lutte, elle n'est pas encore désabusée, elle a l'impression que ça peut encore changer. Est-ce que ce serait ça la grosse différence 30 ans après? Oui, c'est une question un peu à l'âge, comme ça, mais... C'est difficile de répondre de manière simple, parce que ce qui est difficile, c'est que on est en 1978-79, en fait, on est à la fin d'une crise de la sidérurgie qui a commencé au début des années 60. Et en même temps, c'est la première mobilisation massive qui implique aussi largement la population. Par exemple, il y a eu une mobilisation en 77, un an avant, plan de licenciement, 16 000 emplois, bon, donc aussi quelque chose d'assez important. Mais à ce moment-là, il n'y a pas eu de mobilisation de la population. Donc il y a sans doute des explications au fait que la mobilisation arrive à ce moment-là. Sans doute qu'une des explications, c'est justement que c'est un peu qui tout double. C'est-à-dire, là, la menace est très forte et tout le monde voit bien que s'ils perdent là, ils perdent tout. Et c'est la région elle-même. Bon, ça, c'est une raison. Sans doute aussi que le contexte politique aide un peu. C'est-à-dire, là, on est après la rupture du programme commun. On est en même temps dans une période où l'alternance se prépare, mine de rien, mais dans une situation où Parti communiste et Parti socialiste sont divisés. Le fait que le Parti communiste et la CGT, à ce moment-là, mettent en branle leur réseau et fassent en sorte qu'une mobilisation de cette ampleur se mette en place, ça s'appuie évidemment sur les ressorts réels de mobilisation dans la population, mais aussi sans doute sur la volonté de faire une démonstration de force à cette période-là. Alors, sur la mobilisation de la population, un extrait particulièrement illustratif avec ce qu'on va montrer maintenant, c'est-à-dire les débats sur le modèle économique. Sur les modèles économiques, parce que c'est une question que vous vous posez tout le temps, le temps de l'aventure de Lorraine Cœur d'Acier, savoir comment ce média peut devenir et rester un média viable. On regarde un extrait. Pour le mois de décembre, il faudra 1 300 000 francs. Donc, le 1,6 million qui nous reste pour janvier égale 0. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une forme originale qui ne serait pas de la publicité, mais qui serait la possibilité pour les commerçants de Longwy de venir à la radio parler de leurs produits? Non, on peut trouver une autre solution, mais l'idée de faire de la publicité, non. On n'est ni Europe numéro 1, ni RTL, ou alors on habite carrément Colaro. Hein. C'est la prostitution, la publicité. Bon, alors il faut quand même regarder les choses comme elles sont. Il faut qu'on soit responsable. Si on n'est pas capable d'aller donner 15 francs par mois, c'est qu'on n'a pas envie qu'elle s'y aille. Cette idée, par exemple, de publicité, je ne l'écarte pas. Mais à un moment donné, ça veut vous dire quoi? Ça peut vouloir dire que la radio, par son contenu, amènerait des finances, et nous, notre esprit militant vis-à-vis de la radio, il s'éteint. Il faut savoir si c'est du fric qui est apporté consciemment ou inconsciemment par les gens, parce que ça moi j'y tiens aussi. Hein, je préfère voir un gars qui donne 2000 balles et puis il sait pourquoi il les donne, qu'un gars qui va prendre une bouteille de champagne et puis il a lâché 5000 balles et puis il sait pas pourquoi il les a lâchées. Alors au niveau des finances, c'est bon, parce qu'on récupère du fric. Mais au niveau des consciences, je me demande si on a gagné beaucoup. Alors, disons, cette dernière intervention est totalement impressionnante. C'est-à-dire qu'il préfère avoir, la personne qui parle, préfère avoir moins d'argent, mais que cet argent soit donné par des militants, des donateurs conscients de ce qu'ils donnent et de pourquoi ils font le geste. Quoi. Mais alors, dis donc, j'ai bien entendu, ah non, je ne vais pas vous lâcher, hein. J'ai bien entendu, ou c'est vous qui proposez que la radio se finance par des publics rédactionnels, si j'ai bien compris. C'est-à-dire des commerçants qui viendraient et puis qui vanteraient leur... Oui, un moment d'égarement, sans doute. Non, c'était aussi un moment, on était un peu dans
une inquiétude, quoi. Est-ce qu'on va tenir longtemps comme ça? Est-ce qu'il ne faut pas trouver une façon originale, peut-être, de très contrôlée, de faire non pas de la pub, mais une espèce de réclame à l'ancienne? Vous proposez ça sérieusement? De proximité, quoi. Vous proposez ça Bon, j'ai balancé ça. Dans ce moment d'égarement. C'était un débat démocratique tout le temps. Hein. Alors, de temps en temps, on balançait des trucs et puis on en prenait plein la gueule, nous les premiers. Ah ouais. Et alors, ce que vous disiez pendant qu'on passait l'extrait, là, c'est de la dame qui nous dit la publicité, c'est de la prostitution, est une commerçante de la ville. Oui, c'est une marchande de caravane. C'est une marchande de caravane. Qui est une militante de la radio jusqu'au bout. Et c'est elle qui, par exemple, qui faisait les émissions pour les enfants. D'accord. Ouais. Et qui est de gauche, de droite Au départ, je ne sais pas, même pas si elle était de gauche. Hein. Au départ, c'était pas du tout politisé. Mais elle s'est mobilisée dans cette radio, c'était sa radio, quoi, voilà. Et... Non, mais au point de vouloir la préserver de la pollution publicitaire. non, mais ça vous fait marrer, mais je trouve ça formidable. C'est incroyable. Ce qui est formidable, c'est que quand on a regardé le documentaire et qu'on est tombé sur ce passage-là, on n'a pas manqué de faire le parallèle, nous, avec notre aventure à Arrêt-sur-Image. On est tout le temps en train de se demander comment on fait pour garder nos abonnés. Mais personne ne propose les publics rédactionnels. Non, pas de moment d'égarement à Arrêt-sur-Image. Avec la boucherie d'en bas. Non, mais c'est assez drôle de voir comment, 30 ans après, effectivement, sur ce modèle économique, alors on ne parlait pas forcément de modèle économique, on est toujours à se poser ces questions-là. Mais la CGT avait arrêté de payer ? Qu'est-ce qui fait que vous cherchiez de l'argent, en fait? Oui, la CGT arrête de payer en disant, bon, on a d'autres radios à installer, à faire vivre, etc. Et donc, puisque vous voulez prolonger cette radio alors qu'il n'y a plus de raison, puisque c'était au départ pour organiser la marche des idéologies sur Paris, il faut vous débrouiller tout seul. Et donc là, se crée cette association des amis de LCA, et ils récupèrent en moins d'un an, combien 800 000 francs, je crois que c'est ça. Ils disent 80 millions. Je crois que c'est 40 millions. 40 000, voilà. Non, 400 000, parce qu'eux disent 40 millions. Oui, parce que monsieur qui a travaillé à France 2 parle en ancien français. C'est pour le Sud. Antenne 2. Mais c'est eux qui parlaient comme ça, ils disaient 40 millions. Ce qui est énorme pour l'époque, hein. C'est énorme. Et c'était sou après sou, ils allaient, souvent c'est des personnes âgées, des retraités, ils allaient à la sortie à l'entrée des usines, à la sortie des magasins. Oui, on voit une image qui est assez belle de ce pot qui est posé comme ça sur la table au milieu des micros. Et vous venez de faire une collecte à un rond-point, il y avait déjà des ronds-points à l'époque, et on voit cet argent. Il y en a même une qui renverse son cabas sur la table pendant une émission en direct. Alors, faut rappeler qu'en même temps, vous étiez soutenu, si j'ose dire, en nature par la population locale. Ce qu'on voit aussi dans le film, c'est que tous les soirs, vous allez dîner chez les uns, chez les autres. Enfin, je veux dire, la population vous supporte matériellement. Les gens s'inscrivaient 15 jours, 3 semaines à l'avance sur une espèce de carton qui était à l'entrée du studio. Tel jour, telle famille. Et ce jour-là, quelqu'un de la famille était là, attendait la fin des émissions. Des fois, c'était 9h, des fois, c'était minuit. Et nous emmenait dans la campagne. Il n'y avait déjà pas de format fixe. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de grille. Non, il n'y avait pas de durée, quoi. Alors, ce qui est totalement anecdotique, mais donc vous étiez 2 journalistes professionnels, hein, dont vous-même et le jeune homme à cheveux longs qu'on voit à côté de vous, Jacques Dupont, qui ressemble à Gérard Lenormand et qui s'appelle Jacques Dupont. Oui, vous allez nous le dire. Je le sais, mais vous allez nous le dire. Il est le spécialiste vin du point. Voilà, comme quoi les évolutions de carrière sont imprévisibles. Je veux dire qu'il avait déjà de très bonnes dispositions à l'époque. En œnologie, c'est ça. Et il y avait aussi Bernard Martineau. Il y avait aussi beaucoup de camarades de France Inter, France Culture, qui venaient nous donner un coup de main. Kathleen Evin est venue très souvent, par exemple, Charlotte Latigra, etc. Ah ouais, qui passaient dans la radio, bénévolement. Qui venaient donner un coup de main bénévolement et qui étaient pris en charge par la population, etc. Et puis il y avait beaucoup de passages. Hein. Je sais pas, par exemple, Albert Jacquard a fait un tabac formidable quand il est venu. Alors, cette belle histoire va prendre fin. On y arrive. Alors, elle prend fin en 80, c'est ça? La dernière émission a lieu le 5 juillet 80. 5 juillet 80, dernière émission. Sous cette forme-là. Une fin passionnelle, passionnée. Après une rupture consumée avec la CGT, on regarde. Les principes d'ouverture et de libre expression de la radio, bien que directement issus des orientations du 40e congrès de la CGT,
semble poser de plus en plus de problèmes. Est-ce parce qu'effectivement les positions syndicales y sont discutées et non pas imposées, que le droit de réponse y est une règle, que la nature ou le ton de certains sujets abordés ont été mal acceptés, comme par exemple des émissions sur les pays socialistes qui, à cause des critiques qui ont été exprimées, ont donné lieu à de longues polémiques. Toujours est-il que dans les premiers mois de 1980, le secteur propagande de la CGT à Paris, s'appuyant sur l'Union départementale de Nancy et sur quelques militants et responsables syndicaux de Longwy, commence une campagne intérieure à l'organisation contre la formule pratiquée jusqu'ici par LCA. À Longwy, les militants, les travailleurs et une grande partie de la population soutiennent leur radio, pour laquelle ils ont collecté 40 millions d'anciens francs dans le bassin. Cependant, il semble que les thèses de la Confédération l'emportent. Les 2 journalistes sont éliminés. Michel Olmy, secrétaire de l'Union locale, donne sa démission. L'association des amis de LCA est écartée. Et lorsqu'après 5 mois d'interruption des émissions, la nouvelle direction de l'Union locale met en place un programme limité et plus conforme aux souhaits actuels de l'organisation, un grand nombre de ses animateurs, responsables syndicaux ou amis de la radio, refusent de participer à la nouvelle formule. Lorraine Cœur d'Acier, sous la forme que nous avons filmée, a cessé d'exister. Voilà, sur Il faut rappeler que c'est de Jean Serre et d'Allemand Poirier, ce très beau film, qui, heureusement, qui est un témoignage formidable, parce qu'ils ont suivi toute l'aventure du début. Non, mais il est vraiment magnifique, très intéressant, captivant de bout en bout, et je le dis pour nos jeunes abonnés, vous allez découvrir toute cette histoire extraordinaire, et vraiment, ça vaut le coup, il n'y a pas de problème. Alors, sur les raisons pour lesquelles ça s'est arrêté, vous en avez parlé au début de l'émission, on ne va pas y revenir. Mais alors, du coup, après, quelle a été l'histoire de cette mémoire-là avec la CGT? Par exemple, dans quelles conditions s'est fait ce coffret qui nous vaut le plaisir de votre présence aujourd'hui et qui est, je le rappelle, édité par la CGT? Ben oui, c'est un espèce de retournement, quoi. Hein, parce que les gens qui avaient participé à cette aventure, on pensait tous que, bon, bah, Lorraine Cœur d'Acier, c'était mort, terminé, plus personne n'en parlerait jamais, c'était dans des archives quelque part, mais qui n'intéresserait personne. Et puis, pas du tout. Il y a une cinglée historienne qui est allée farfouiller là-dedans pendant des années, et puis 3 hurluberlus qui débarquent et qui font pareil. Et là, il y a à l'intérieur de la CGT des gens qui entendent parler de tout ça et qui disent mais ça nous intéresse. Des jeunes. D'accord, ça s'est mal terminé à l'époque. Non, des jeunes, bon, les plus âgés, il y a entre 50 et 60 quand même, oui, hein, mais aussi des très jeunes, mais qui disent cette histoire-là, quelle que soit la manière dont elle s'est déroulée et dont elle s'est terminée, elle appartient au patrimoine de la CGT. C'est des gens qui n'étaient pas au cœur évidemment du règlement de la question. Oui, il a fallu peut-être un certain renouvellement de génération pour que ça puisse se faire. Et aujourd'hui, la CGT assume cet objet ou le prend avec quelques pincettes? Alors, juste une anecdote, hein, c'est sorti en septembre. Oui. Bon, et nous, on l'a reçu, moi, j'étais absolument pas au courant de la sortie du coffret, et on l'a reçu en service de presse, là, en décembre. Et on vous a évidemment invité tout de suite, dès qu'on l'a reçu, on a trouvé ça super intéressant, mais ces 2 mois de délai, je vois le petit sourire de... Si. Je suis au courant de rien. Non, mais attendez, on ouvre les tiroirs, on ouvre tout. Non, moi, je suis au courant de tout, j'ai bien suivi l'affaire. J'ai trouvé ça vraiment formidable que cette radio morte revive un peu comme un haut fourneau qui se reflamberait. C'est très beau, mais c'est pas ma question. Alors, oui, je vais répondre à ta question. Je pense qu'il faut mettre ça sur le compte de la désorganisation de la nouvelle vie ouvrière. Voilà. C'est que ça. Moi, j'avais donné des noms, des adresses de journalistes. Bon, il peut y avoir eu des freins aussi, parce que les gens qui étaient contre la radio à l'époque, contre ce type de radio, il y en a toujours. Alors peut-être qu'il y en a qui ont freiné un peu. Enfin, quand même, les choses ont été organisées avec à leur tête la directrice de la NVO, Agnès Nathan, qui est membre du bureau confédéral. Donc c'est pas une sous-fifre. Mais bon, il y a peut-être eu du freinage, mais je crois qu'il y a surtout eu du foutoir. Je vois quelques mots sceptiques sur le visage de votre voisin de gauche.
Non, mais c'est vrai que d'abord c'est difficile de dire la CGT. Voilà. Enfin, c'est très compliqué de dire la CGT. La CGT, c'est multiple. C'était à l'époque et c'est toujours. Voilà, c'est la CGT, c'est pas un continent, c'est une archipel, quoi. C'est vraiment. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment. Ça veut dire que dans des îlots reculés de l'archipel, il y a eu des freins ou dans des. Non, mais pas reculés. Voilà, ce travail-là, ça gêne, que ça soit le... Mais je vais finir ma phrase. Voilà. Moi, j'ai pas de... ce travail-là, mais que ça soit le travail de recherche d'Ingrid ou le fait de ressortir les archives sonores et ça n'est pas uniformément accepté, apprécié, etc. Mais voilà, c'est sans désigner ni les uns ni les autres. Oui, ben, c'est un syndicat très gros, avec beaucoup de contradictions, etc. Et il y en a qui ouvrent la porte et d'autres qui font des croche-pieds. Bon, c'est une belle formule, c'est un beau résumé. Voilà. On peut quand même préciser que s'il y a eu une émission à la base si j'y suis, l'émission de Mermet sur France Inter en septembre. Alors, donc eux ont reçu en service presse tout de suite le bel objet on a dû leur porter, je pense. Ouais, je pense qu'ils sont peut-être même allés le chercher. Spécialement. Très bien. Bah écoutez, j'espère qu'on vous a donné envie de... Alors, on le trouve où d'ailleurs pour les abonnés qui voudraient l'acheter, on le trouve où? Alors, mais du coup, vous vous convertissez au public, à la publicité. On n'a aucun intérêt là-dedans, nous. Hein, sur Image, on a juste. On trouve ça soit sur le site de un morceau de chiffon rouge.fr, tout attaché, ou sinon sur le site de notre éditeur, la NVO. La Nouvelle Vie Ouvrière. D'accord. C'est nvo.fr. D'accord, mais vendu uniquement sur Internet, par correspondance. Non, parfois vous le trouvez dans des librairies, mais je ne vais pas vous lister. Vu que c'est pas dans toutes les librairies, je peux vous donner la liste de... Et éventuellement, si c'est possible, on la mettra sur le site. D'accord. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. C'était la dernière émission de l'année. Nous nous retrouvons donc en 2013. Et d'ici là, très joyeuse fin d'année à vous tous.